throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce 80e épisode du podcast. Et oui, déjà 80 épisodes, le temps passe vite. Thomas au micro et je suis ce soir en compagnie de Franz. Bonsoir Franz, comment vas-tu ? Salut Thomas, très bien, ravi d'être un peu de retour, parce que c'est ma première finalement de la saison régulière. Navré de ne pas avoir été là en semaine 2, vous n'avez pas eu de podcast en semaine 2. Mais on n'a pas réussi à s'en sortir et à le faire. Mais donc, on va avoir un petit programme différent pour cette semaine 3. Ça va être hyper cool. Et je pense qu'en plus, ça va être plutôt positif. Donc, hâte d'y être. Ouais, tout à fait. Ouais. Comme tu le dis, on n'a pas réussi à trouver des créneaux parce que tout le monde était un peu chargé de son côté. Ça arrive, voilà. Donc, du coup, ce soir, au programme, on a deux matchs un peu... du coup, les deux derniers matchs à aborder. Comme tu dis, ouais, c'est bien, en fait, on va pouvoir voir aussi de belles choses parce que la semaine dernière, on aurait peut-être été un peu moins optimiste sur certains aspects. Ce que je te propose tout de suite, c'est bien sûr tout de suite de mettre un peu les pieds dans le plat et d'évoquer les scores pour voir un peu ce qui s'est passé durant ces deux dernières semaines. Et puis après, on va voir surtout ce qui a évolué un peu entre ces deux matchs, ce qui a marché ou ce qui a un peu moins bien marché notamment. Et globalement, moins bien marché, on en verra moins, je pense. Mais voilà, donc premier match la semaine dernière effectivement contre les Cardinals, défaite sur le score de 22-27. Match frustrant dans la mesure où tu rates ton début de match et tu te retrouves à courir après le score. Et pour moi, c'était un match où quand même on avait peut-être la possibilité d'aller s'imposer au forceps, mais voilà, quand tu rates ton début de match, ton premier carton, nécessairement, tu te tires une balle dans le pied. Et cette semaine donc, un match beaucoup plus positif avec une victoire 30-0 sur les Falcons. Donc ouais, globalement, match beaucoup plus satisfaisant cette semaine. Je pense que le ressenti est clairement partagé, Franz. Oui, si on démarre par l'attaque et c'est certain que les deux matchs, moi, m'ont satisfait bizarrement. Alors, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais oui. Alors globalement, d'abord, avant d'aller dans attaque ou défense, globalement, c'est certain que le match est beaucoup plus construit, beaucoup plus complet contre Atlanta. Même si je pense qu'il faut quand même être honnête, l'attaque d'Atlanta a été désastreuse. Ouais. Alors je pense on a été à la cause également de cette mauvaise attaque d'Atlanta, mais il y a eu des choses que Penix, l'on a vues, pas bon du tout. Et pas seulement de la part de Penix. Non, tout à fait, mais au global. Mais Darnell Mooney a été catastrophique, et je pense que ça n'aide pas non plus, que ce soit dans le momentum, mais également dans les jeux appelés. Mais globalement, c'est évident que si on prend même les 3 premières semaines, on voit une évolution de Carolina. Et je réitère ce que j'ai pu dire après le match contre Jacksonville. Évidemment qu'avec une équipe jeune comme la nôtre et qui se connaît peu, le fait de ne pas avoir joué beaucoup de snaps en pré-saison fait qu'on a besoin de ces semaines d'adaptation et de monter en puissance. Exactement, et en fait voilà, c'est un peu le constat qu'on avait dressé en fin de ce premier podcast aussi avec Guillaume. Je pense que voilà, comme on avait pu voir ton analyse, on était très raccord sur ces éléments. Mais c'est vrai que voilà, comme tu le dis, on a une équipe qui est très jeune, qui a besoin d'apprendre à travailler ensemble, qui a des qualités mais qui partait avec beaucoup de défauts après ce qu'on a pu voir la saison dernière. Beaucoup de choses à corriger, et pour autant là en fait on voit vraiment une progression. Là où l'an dernier, c'est aussi ce qu'on avait mentionné, l'an dernier les premiers matchs étaient clairement beaucoup plus cataclysmiques sur certains aspects. Là voilà, il y a des motifs d'espoir, et ça se confirme avec ce match, j'ai envie de dire même avec ces deux derniers matchs, parce que globalement comme je dis, contre les Cardinals on n'est pas très très loin de passer au forceps, notamment avec ce dernier drive. Mais voilà, globalement il y a quand même des bons motifs d'espoir. Il y a aussi des choses qu'il va falloir corriger, mais je te propose qu'on attaque tout de suite, notamment par l'attaque. Ouais, allons-y.
Alors cette attaque, voilà, comme je mentionnais, un début de match qui a été un peu cata je vais dire contre les Falcons, mais non, contre les Cardinals la semaine précédente, avec un fumble, une interception, des choses que Bryce ne... En fait, il doit pas faire ces erreurs-là. C'est des erreurs qui lui sont imputables. Il doit, par exemple, aller prendre le sac plutôt que de lancer le ballon. C'est des erreurs. Vaut mieux qu'il les fasse maintenant, qu'il apprenne de ses erreurs, mais il ne doit pas les faire. Euh, globalement, il s'est très très bien rattrapé sur ce match-là. Le match précédent, il faut quand même rappeler, hein, il fait un très bon match. Hein, il a un 35 sur 55 pour 328 yards et 3 touchdowns. Franchement, ça a balancé dans tous les sens. On a aussi profité pour voir le premier match de T-Mac à 100 yards exactement d'ailleurs. Donc ouais, non, enfin, globalement, j'ai envie de dire, pas de gros défauts au niveau de Bryce, si ce n'est voilà, les erreurs de début de match qu'il a bien rattrapé par la suite, et globalement un match en maîtrise contre les Falcons, quoi. Ouais, l'attaque, on va être très franc avec vous, c'est pas forcément là évidemment, qu'on voit une énorme évolution, mais on voit plutôt deux matchs différents. C'est moins une évolution. Globalement, l'équipe évolue, bien entendu, mais c'est moins une évolution au niveau de l'attaque. L'attaque reste à peu près la même. La ligne offensive fait le taf qu'elle a, même si on a eu des blessés là pour Ouais. le match contre Atlanta, mais globalement, elle est impactante. Le jeu de course fonctionne à peu près. Le problème, c'est que contre les Cardinals, comme on court derrière le score, sans faire de mauvais jeu de mots, naturellement, on passe un petit peu plus. Et c'est ce qui fait que les statistiques de Bryce Young brillent beaucoup plus, malgré tout, contre Arizona que contre Atlanta. Contre Atlanta, je vois le Bryce Young que j'ai envie de voir. C'est du management. Le Bryce Young, exactement. Le QB manager, mais dans le bon sens du terme. Pas dans le sens péjoratif que certains aiment bien. Il y en a beaucoup dans la communauté NFL de manière générale, mondialement, qui disent que QB manager, c'est les QB chiants, quoi. C'est les QB. Mais moi, je trouve pas que Bryce Young soit un QB chiant. C'est un QB manager pas chiant. C'est un QB manager qui a du swag et qui va tenter arrive à des rendre trucs. ça un peu funky, bien sûr. Alors, c'est jamais très long. Donc, typiquement, je trouve que voilà, le match contre Atlanta, on peut dire que les 10 passes sont pas bien passés, que T-Mac a fait des drops qui normalement il ne doit pas faire. Bon, ça ne nous a pas coûté grand-chose, mais il y a eu 2-3 choses quand même un peu moins bien. Lui-même s'est trouvé average, donc c'est très bien. Par rapport à Arizona, évidemment, il fallait flinguer dans tous les sens. Et donc, naturellement, Bryce a pu plus briller. Mais il y a un truc hyper positif dans le match contre Arizona, c'est que le Bryce Young qu'on connaît de la première année et demie de sa carrière, c'est un Bryce Young qui aurait mis la tête dans ses épaules comme une tortue face à un incident. Et il se serait fermé, il n'aurait jamais combattu comme il a combattu. Donc ça, c'est très positif. Et au final, ça amène des touchdowns, ça donne de la confiance quand même, et ça permet d'arriver un petit peu plus serein à ce match contre Atlanta, où on n'a pas Xavier Legette. Non. Et donc, on se pose toute la question. Xavier Legette fait un très très mauvais début de saison, très décevant. On se dit, c'est David Moore qui démarre, avec Bryson Tremaine dans le slot, et pas Hunter Renfrow, et T-Mac. Et au final, il n'y a pas eu besoin de trop de talent à la passe. Il y a eu besoin d'un QB qui gérait, qui savait lire quand il fallait passer rapidement, quand il fallait prendre son temps, quand il fallait scrambler, la preuve, le touchdown, quand il fallait réfléchir, quand il fallait balancer le ballon. Il n'a pas fait d'erreur. C'est Non. tout. Et voilà la grande différence dans les deux matchs, c'est les erreurs. Il n'y en a pas eu dans ce match-là, c'est tout. Non, et de toute façon, je te rejoins très très bien, parce que c'est vrai que le premier match le deuxième match du coup contre les Cardinals, c'est très flashy en termes de stats. Celui-là, il termine, je crois, à 120 yards ou quelque chose comme ça à la passe. On peut se dire, c'est pas énorme, il fait pas un bon match, mais non, mais il a fait ce qu'on lui demande, il a managé, il a été chercher les courses au moment où il n'avait pas spécialement d'options, il a fait les choses qu'il avait à faire. Ouais, effectivement, il y a peut-être quelques connexions
dans l'arrière du jeu qui n'ont pas marché, mais bon, ça va être une histoire de correction. Mais globalement, enfin, on ressort de ce match, on se dit, bah voilà, ça c'est du Bryce Young qu'on aime, exactement comme tu le mentionnais l'an dernier. Même, voilà, moi je vais encore parler de quelque chose que j'aime beaucoup parler, mais tu parles de son attitude que l'an dernier il pouvait vraiment avoir tendance à se recroqueviller sur lui-même et à être très renfermé sur lui quand il faisait une erreur. Ouais. Et là, en fait, cette saison, et même depuis quand il est revenu la saison dernière, je trouve que ce côté en fait du Bryce qui va aller checker les gars de la défense ou au retour au vestiaire qui va taper les mains qui va taper dans les mains des gars et tout, voilà, c'est du leader, voilà, c'est du leadership, C'est un leader, exactement. c'est ce genre de choses là qu'on a besoin de voir. Et aujourd'hui, moi, enfin, le problème, enfin, si tant est qu'il faille identifier un problème sur cette équipe au global, ok, Bryce, il a du progrès à faire, mais pour autant, pour moi, c'est clairement pas lui le problème. Pour moi, enfin, ça pour on est à un niveau où on a ce qu'on veut et il peut que progresser, quoi. Est-ce que c'est un quarterback sur lequel tu te garantis que tu peux aller loin en playoff avec? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un mauvais quarterback de NFL? C'est sûr que non. Et je me battrai pour ce statement jusqu'à ce qu'il soit viré de l'équipe. Je veux dire, à un moment donné, on voit trop de choses qui nous montrent qu'il a sa place là où il est. Alors, allons-y, ouvrons le débat. Certains disent ah, mais c'est comme Kyler Murray. On voit des flashs, mais c'est pas le mec qui va te faire gagner. Oui, mais Kyler Murray, je vois beaucoup moins l'âme de leader. Je veux que les fans d'Arizona me prouvent le contraire. Peut-être que j'ai complètement tort. Alors, je suis pas le plus grand fan de Kyler Murray, mais il y a une certaine proximité entre les deux quarterbacks, Ouais, de la ouais, de la taille, taille, voilà. bon, le côté Mm. athlétique et tout. Bref. Il y en a qui disent la même chose de Trevor Lawrence. Il y en a qui disent la même chose de Jordan Love. Il y en a qui disent la même chose de ce genre de quarterback qui savent être bons de temps en temps, mais qui peuvent pas te faire gagner. Ben moi, je réponds que oui, il y a deux, trois plays, bien sûr, malheureux, où il y a des interceptions, où bien sûr, il y a les fils qui se touchent, ou des fumbles qui doivent pas exister. Mais moi, les plays bons que je vois, ce ne sont pas... c'est pas forcément des plays qui se voient à la télé. C'est sa gestion avant le snap que je trouve bien, bien meilleure que les deux premières saisons. Il lit beaucoup mieux les défenses. Il communique bien plus avec sa ligne. D'ailleurs, le rapport avec Ked Mays, on peut en parler, Oui, mais c'est le jour et la nuit par rapport à Austin Corbett. Je comprends pas comment le coaching staff peut avoir de la merde dans les yeux pareil. Mais enfin Kane bon. Mays comprend la taille de Bryce Young et lui envoie pas le ballon 3 mètres au-dessus. Rien Oui, qu'à et puis partir de même, là, tu, ouais, et puis même pré-snap, tu vois la relation entre les ouais, deux, c'est pas du tout pareil. tu retires une Euh, pression en fait à ton quarterback. Exactement. Il y a beaucoup de plays, je crois, j'ai l'impression, pour avoir revu rapidement le match, beaucoup de plays qui sont réorientés, qui sont réadaptés par Bryce Young. Ouais, je suis persuadé que c'est un quarterback qu'il faut laisser manœuvrer. C'est un capitaine d'un bateau. Le côté point guard, donc meneur pour ceux qui n'aiment pas le basket, un point guard, c'est le meneur au basket. Euh, cette espèce de petit Napoléon qui n'a pas besoin, pour continuer l'analogie de basket, qui n'a pas besoin de marquer 10 points, qui va faire ses 9 points, 11 passes décisives, 2 rebonds, mais qui va être là, qui va diriger le jeu, qui va les appeler, qui va lire les défenses, qui va avoir ce côté un peu patron. Mm, mm, Bah, mm. je pense que c'est ça, en fait, la carrière de Bryce Young. Et donc, pour ça, il faut qu'il soit entouré. Je crois qu'on a bien fait par rapport à la offensive line. Je pense qu'on a bien fait d'avoir pris un T-Mac qui, on peut le dire, Donne satisfaction. c'est un monstre. Ouais. C'est C'est je une dis future star. satisfaction, mais le mot est faible. Enfin, très Ouais. clairement, il y a un plaisir en fait à le voir jouer. Notamment cette réception où il saute, il a une détente mais absolument fantastique. Le Voilà, défenseur a le nez en dessous des ah fesses. ouais. Franchement, c'est C'est phénoménal. dingue. Ouais, et puis comme tu dis, t'as raison de le dire, il faut le dire. Il fait plaisir à avoir joué, quoi. T'as envie de revoir l'action et de juste mettre tes yeux sur ses courses, sur
et sa capacité à se sortir du marquage. Et encore, c'est son axe de progression, on disait en sortie de collège. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ses mains sont sûres. Alors là, il y a eu deux, trois petits drops un Ouais. peu gênants, mais ça ira. Je suis pas inquiet. C'est surtout que quand, tu vois, premier drive, il prend pas la quatrième tentative sur le côté gauche. C'est plus la même chose. Et qu'est-ce que fait Bryson en quatrième et 3? Il lance pour une quinzaine de yards vers T-Mac. Et voilà, ça veut tout dire, c'est tout. Il a son go-to guy. Il a son go-to guy. Tout quarterback a besoin de son go-to guy. Et ça fait Donc, plaisir. Ouais, exactement, ça fait plaisir à voir. Enfin, enfin, tu sens que ça va être la valeur sûre, clairement, un des pivots de cette attaque pour les années à venir, quoi. voilà. Maintenant, il faut finir les actions. Faut finir, ouais. Euh, il faut, il faut vraiment être rigoureux jusqu'au bout. J'ai aussi un tout petit bémol. Je trouve qu'on est un peu lisible sur certaines troisième tentatives. Ouais. On a joué empty assez souvent dans des... Alors empty, c'est quand il n'y a pas de running back, pour ceux qui nous écoutent, dans des tentatives où finalement c'est trop facile de voir ce qui va se passer. Voilà. Je trouve que le play calling offensivement n'a pas été forcément top niveau par rapport au reste. Hunter Renfro a pas forcément été au même niveau que contre Arizona. Donc, et puis, je vais finir sur un point encore positif parce que j'ai pas envie d'être négatif. Euh, Au final, deux points positifs même. Allez, deux pour le prix d'un. T'enlèves les 20 points que l'on prend sur turnover. Sur 3 matchs, on encaisse 51 points. Il y a 20 points sur turnover. Donc, euh, cette attaque, euh, elle est largement assez bonne par rapport à la défense qu'on va expliquer par la suite et la progression qu'on espère va continuer et on va donner quelques arguments par rapport à cette progression. Et le deuxième point positif, c'est qu'on va récupérer Jimmy Horn qui va apporter de la profondeur et de la vitesse et on va récupérer Jalen Coker. Et ces deux joueurs-là, je disais qu'il me manquait des plays un peu loin sur le terrain et un peu plus en profondeur et de la diversité dans les routes. Et ben, la diversité, elle va venir d'eux. Parce que David Moore et Hunter Renfro, c'est pas ce genre de route qui courent. Alors, Bryson Tremaine est un très bon complément, mais c'est pas Jalen Coker, c'est pas aussi rapide que Jimmy Horn. C'est pas le même gabarit. Donc, la complémentarité qu'on espérait voir au début de saison, au vu des recrutements qu'on a pu faire, je veux la voir. Et quand on va récupérer ces deux joueurs-là, ça va donner encore plus d'armes à notre Bryce. Bah, exactement, voilà, j'ai envie de dire belle conclusion sur l'attaque, hein. Voilà, on sait qu'il y a du monde qui va revenir, comme tu le mentionnes, avec Jalen Coker, avec Jimmy Horn. La grande inconnue, ce sera également à voir Xavier Liggett. Quand est-ce qu'il va se réveiller, quand est-ce qu'il sortira de sa blessure, mais bon, voilà, ça. Ouais, c'est sortir les doigts de ce que tu vois. Hein, à un Exactement, moment voilà, donné, j'osais pas dire les termes, tu sais bien, tu mets les pieds dans le plat, c'est ce qu'il faut. Mais ouais, il y a du potentiel, il y a des choses, et du coup, on a hâte de voir cette attaque encore sur les prochains matchs. Yes. Je te propose qu'on passe à la défense. Let's go. Alors, premier constat, hein, tu le mentionnais, mais on a eu du turnover sur ce match. 2 interceptions, dont une retournée en pick six par Joe Smith-Wade. On croyait que c'était une légende, on n'en voyait pas beaucoup des pick six. Ça fait un bon moment que j'ai pu souvenir. Et la deuxième interception, c'est Mike Jackson qui nous retourne globalement assez bien. On n'était pas loin non plus d'un deuxième pick six. Bon, les Falcons étaient un peu mieux revenus pour couvrir. Mais non, ça fait plaisir un peu de voir du turnover globalement en défense. On a pu également en voir un la semaine précédente avec une interception de DJ Wonu. Donc voilà, ça fait partie des choses qui font plaisir à voir dans ces matchs-là pour essayer un peu d'inverser la pression et d'éviter de mettre trop de pression sur l'attaque. Oh, mais quel kiff
En tout cas pour moi, hein, chacun. Voilà, mais quel kiff de se refaire le match et ne regarder que les actions défensives. Oui, oui, je me suis fait ça, ouais. J'ai refait les plays défensifs, chaque play défensif. Euh, et j'ai. Alors, les deux turnovers sont complètement différents. Le premier, Michael Penix, c'est lui le fautif. Et en fait, bon, Joe Smith-Wade, il fait son taf de passer devant le receveur. Mais bon, il y avait. Penix, il avait envoyé un fax, un mémo, un email, tout ce que tu veux Un pour dire télégraphe. je l'envoie là, vas-y, viens la récupérer la balle, hein. Il doit surtout pas envoyer ce ballon. Il n'y a rien qui est devant lui. C'est une énorme boulette. Mais il a fait le taf et il va jusqu'au bout. Ouais. Donc on disait, on reprochait à l'attaque de ne pas finir les actions. Bah là, on peut pas reprocher à la défense de ne pas la finir. Bon. La deuxième, c'est pas du tout pareil, parce que la deuxième, c'est 4e et 8. Penix, il n'a pas le choix. Euh, Il y a une option Calpitz au milieu de terrain qui aurait pu marcher, mais attention, attention, je vais dire un truc bien. Roseboom est là, donc au moment où il aurait pu récupérer le ballon, mais il allait prendre un tampon monumental du chevelu, et il n'aurait pas fait les 8 yards. Et le receveur qui est côté McJax, je ne sais plus qui c'est, glisse. Et donc il glisse et il doit lancer le ballon en fait quelque part. Penix il peut pas sortir de sa poche. Alors il aurait pu courir mais je pense que c'était un play compliqué. Donc lui il croit avoir une séparation et en fait le receveur glisse et McJax récupère le ballon. Et je me permets de lancer un petit pic à Mike Jackson parce que il fait un match exceptionnel, vraiment excellent. Ouais. Et d'ailleurs il fait une saison excellente pour le moment. Par contre là, il lit très mal le bloc de Nick Corton, il doit aller au touchdown. Mais enfin bon, on lui en veut pas. On a déjà eu un pick six, on n'allait pas en demander un deuxième, mais il avait une route toute tracée. Donc c'est deux turnovers complètement différents, mais ils sont là. Et moi, c'est ça que je veux retenir. Je veux dire, faut capitaliser là-dessus. Et en tout cas, cette défense, elle doit avoir la tête haute quand même en sortant de ce match et un peu de certitude et de confiance au vu du match de la semaine prochaine. Ouais, tout à fait. Non, enfin voilà, globalement, c'est quand même des signaux qui sont quand même rassurants parce que bah, on mentionnait notamment les dernières saisons qu'on avait un manque de turnover et que bah, comme la défense n'était pas particulièrement bonne, bah, si en plus de ça on n'a pas de turnover, eh ben, on passe encore plus de temps sur le terrain avec une attaque qui patine chez nous. Donc là, globalement, on a quand même des signaux qui sont quand même assez bons. Il y a beaucoup de choses encore à corriger au niveau de cette défense, je pense que tu vas nous en parler. Mais globalement, enfin voilà, il y a quand même des indicateurs qui commencent à aller dans le bon sens. Moi, la question aussi que j'ai envie de te poser, Franz, c'est est-ce qu'on n'a pas vu aussi un petit shift entre la 3-4 et la 4-3 un peu par moment quand même? Mais plus que ça, mais bien, tout à fait. C'est drôle, hein, on avait dit après le match de Jacksonville, franchement, je crois pas qu'on ait l'effectif pour jouer en 3-4. Contre Arizona, on a démarré en 3-4 en mettant un obstacle, Bobby Brown qui était titulaire. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce match-là? Eh ben, on a démarré en 4-3, les gars. On a démarré avec Ashawn Robinson, avec Derek Brown au milieu de la ligne, et sur les côtés, on avait DJ Wonnum et Nick Corton. Et derrière, on a joué avec Roseboom, Trevin Wallace. Enfin, on a démarré avec Roseboom, Trevin Wallace et Murig qui comment dire, a joué à la fois safety et à la fois troisième linebacker en fonction du schéma. Mais en fait, je vous ai dit, j'ai regardé tous les plays défensifs et on a joué en majeure partie en 4-3. On a fait parfois de la 5-2. Adoré en mettant Scorton. Alors parfois on a fait de la 4-3, mais en mettant Scorton même à l'intérieur et en faisant jouer Princely. On a fait de la 5-2 en mettant Scorton à l'intérieur et en faisant jouer Princely, Oman Yellen, en faisant jouer parfois DJ Johnson même de l'autre côté. Et on a fait de la 3-4 très rarement. Et je voudrais quand même saluer Ejiro Evero parce que il s'est adapté.
Bah, c'est hyper rare en NFL d'avoir des schémas différents pendant un match. Je le disais dans la petite vidéo après la Jacksonville. Moi, je comprends pas qu'en NFL, on soit cantonné à un schéma. Je comprends pas, moi, quand on dit ah, cette équipe-là, ah bah, C'est une elle 3-4. fait une Ouais, 3-4. ouais, Je trouve ça complètement con. ouais, ouais. En fait, Tu te fermes des portes. mais bien sûr. Alors oui, on a Bobby Brown en nose tackle, c'est très bien. Mais finalement, si tu peux le faire rentrer pour certains plays, tout en gardant son stamina et le faire des choses dont tu sais qu'il est excellent, eh ben pourquoi pas. Mais là, moi je suis désolé. Et Sean Robinson, quand il est à côté de Derrick Brown, on le disait dans notre canal pendant le match, il est trop fort. Et Sean Ouais. Robinson, quand il est à côté de Derrick Brown, hein, Ouais, c'est il visible. est trop fort. C'est visible. Franchement, ça saute aux yeux. Ouais. Ils sont parfois double teamés les deux et ils en bougent deux d'un coup chacun. Moi, ça a sauté aux yeux. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça fait? Ton Scorton, bah, il est plus libéré. Et alors, j'aimerais bien un sac à un moment donné là. J'aimerais bien qu'on fasse des sacs. Mais bon, en termes de pressure, c'est plus la même histoire. C'est plus la même histoire. Je me permets juste du coup d'ajouter un truc vis-à-vis de Scorton, parce que justement tu mentionnes, t'aimerais bien voir un sac. Je pense que nous voilà, on est tous dans la même catégorie à ce niveau-là. Mais j'ai vu passer la stat tout à l'heure, mais globalement il est déjà il est déjà double teamé sur plus de 50% de ses snaps, ce qui est déjà très costaud quoi. Alors, tout à fait. Atlanta a voulu réagir par rapport à ça. Parce que alors, c'est drôle le scénario du match, parce que je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Ah mais Et je pense ouais, très clairement. on avait un vrai plan de jeu. Bordel, on avait un vrai plan de jeu incroyable. Bref, Euh, donc Atlanta a dû s'adapter. Donc il s'est passé des trucs un peu marrants. Atlanta a mis de la viande quand même sur sa ligne pour sécuriser Michael Penix. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir que le jeu à la course, en fait, ils n'ont jamais pu l'établir. Ouais. Et ça, on fait un débrief de match des Panthers et on peut dire que le jeu contre la course a été très bon. Bijan a été bon, mais parce que Bijan, c'est une top running back de la ligue. Et puis, il a su exploiter, mais le big play, c'est sur une passe. Mm. Et il fait une grande course. Sinon, il arrive à donner de l'air à son équipe, mais il n'est pas impactant. Et puis après, au vu des erreurs de Penix, parce que Penix, du coup, il a dû surjouer. Sauf que c'est pas un quarterback qui aime bien surjouer. Et ça a amené les erreurs. Donc c'est l'effet boule de neige. Tu peux pas établir le jeu contre la course, donc tu forces ta passe, tu fais des erreurs, ça fait des points au scoreboard pour ton adversaire parce qu'évidemment tes erreurs amènent des points, et du coup tu cours derrière le score et tu peux plus établir le jeu contre la course, donc tu reforces et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Exactement les choses qui ont pu arriver avec nous avant, quoi. Et moi je trouve ça change tout, ça change tout. Mais le meilleur joueur de ce match, pour moi, c'est Meurig. Il Ouais, nous fait un enfin, match de fou. Ouais. exceptionnel. Parce que il est dans les snaps. J'ai sorti les stats, pardonnez-moi. Ça va me revenir, voilà. Meurig, il fait donc 59 snaps sur 66. Il n'y en a qu'un qui les fait tous, hein, c'est Rosebaum. Il fait 59 snaps. Il en fait que 14 en run defense et 4 en pressure. Mais je crois qu'on se rappelle des 18 plays. Parce que les 4 en pressure, déjà, je disais qu'il manquait des sacs. En fait, on a failli en avoir des sacs, hein, dont un de lui qui est monstrueux, qui a failli un blitz, un corner blitz, qui est un faux corner blitz d'ailleurs, mais un blitz monstrueux de Murray qui a deux doigts de finir en sac. Et deux doigts de finir en interception parce qu'il lance quand même le ballon Penix et ça arrive dans le trafic, enfin bref. Il est en lecture excellent, toujours en spy. Il a tout le temps été en spy sur Bijan, donc il faisait vraiment gaffe. Et d'ailleurs il y en a 3 qui étaient vraiment à faire gaffe, c'est Mac Jackson, Murig et Shaw Smith-Wade. On les voit les 3 à chaque fois assignés sur Bijan, soit l'un soit l'autre. Assez génial de voir ça. Et Murig, il alternait entre je m'aligne avec le linebacker, je recule, je pars devant, je drop en zone. C'était une démonstration et franchement, il m'a énormément surpris parce que je disais que c'était quand même un joueur qui était
très axé dans le jeu contre la course et qui manquait un peu de couverture. Là, il a fait beaucoup de couverture, il a été plutôt bon. Et il fait un très très gros match et je pense qu'il a énormément compensé. Mais encore une fois, on l'avait dit, en 3-4, tu pouvais pas te permettre de compenser les erreurs de Roseboom et de Trevin Wallace. Et ben quand tu as Murray qui se met dans l'affaire au milieu de terrain, ben, ça change beaucoup de choses. Totalement d'accord. Totalement d'accord sur ce constat. Et c'est vrai que bah, voilà, c'est un peu un de ces joueurs qui sont ressortis du lot très clairement défensivement, quoi. Ah ouais. Et puis et en plus, les safety, quand ils ont Mike Jacks et Jesse Horn qui jouent comme ça, ah bah, ils ont beaucoup moins besoin de se concentrer sur l'extérieur, quoi. Nos corners, ils ont fait un match énorme. Bon, alors faut dire que les receveurs étaient pas forcément très bons, mais euh, non, c'est vraiment super. Il y a quelques petites erreurs, évidemment. Bon, bah, oui, Christian a raté des plaquages. Il s'est trompé parfois en faisant des backpedals quand il devait rester en couverture du milieu de terrain, ce qui fait qu'on a laissé des trous béants parfois au milieu de terrain. Mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Je veux garder vraiment le positif. Un gros bravo à notre coordinateur défensif De son adaptation, ouais. de son adaptation. Et exactement, il n'a pas été entêté, il n'a pas joué à l'ego. Et puis voilà, il, il s'est très bien adapté à l'attaque d'Atlanta. Et c'est une victoire carrément de la défense. Mais de toute façon, quand tu n'encaisses 0 points, c'est pas besoin d'être un génie pour dire ça, quoi. Tout à fait. Tu veux ajouter d'autres choses sur la défense ou je te propose qu'on passe à un top flop? Non, je pense que c'est bon. L'évolution par rapport à Arizona, quand même, parce que c'est un peu le thème du truc, c'est juste que, bah, tactiquement, donc on l'a expliqué, et puis c'est pas le même type d'offense, quoi. Côté Arizona, ce qui fait peur, c'est les jambes aussi de Kyler Murray, et tu dois faire à la fois attention à James Conner, paix à son âme, le pauvre, Ouais, malheureusement, ouais. quelle Les tristesse, croisés, mais ouais. enfin bon. Ouais, ouais. Euh, tu dois faire à la fois attention au running back et à la fois attention à Kyler Murray. Donc tu vois, c'est pas le même type de spy quand tu dois en faire un. Mais bon, moi je trouve que c'est plus facile de faire un spy quand tu es en 4-3. Mais bon, après, c'est mon avis. Donc voilà un petit peu aussi l'évolution. Et c'est ce qui fait que c'est pour ça qu'on peut vraiment dire que c'est le plan de jeu. Ouais. Et qu'on peut vraiment assurer le fait que notre coordinateur défensif, il a travaillé. Et j'adore les interviews d'après-match où les joueurs défensifs ont dit bah ouais, nous on a réagi quand on a vu toute la presse en prendre à notre coordinateur. Bon, écoutez, vous avez bossé, bravo à vous. Il faut le dire Quand ça marche, c'est ouais, bien c'est ça. aussi. Ouais, exactement. Belle conclusion ouais, pardon, excuse-moi, sur cette partie. Je te propose qu'on bascule sur un top flop Yes. avec un peu voilà, nos tops et nos flops offensifs et défensifs. Alors je vais te laisser commencer, mais avant j'ai un top un peu global à faire. Vas-y. Parce qu'on a été pas mal critiques, notamment les dernières saisons, mais un bon top en fait un big up en fait pour le public. Tout à fait. Le, Ouais, ouais. le public qui a été absolument fantastique et qui a réussi à gêner des snaps, à gêner des calls. Et donc du coup ça c'est absolument fantastique. C'est quelque chose qu'on voyait plus trop les dernières saisons. Ça a été très difficile. On sait qu'on a été très critique vis-à-vis du public au global parce que bah voilà l'équipe. Bon, après l'équipe n'était pas particulièrement belle à voir donc le stade était un peu déserté ou malheureusement à l'inverse peuplé par les équipes adverses. Et bah là voilà contre un rival de division, c'était très sympa de revoir une ambiance comme ça et voilà je trouve que c'était un beau top pour ouvrir cette section. Mais t'as parfaitement raison. Bration, on en a parlé en conférence de presse. Euh, et, et, et d'accord, on n'était pas beau à voir, et donc du coup, le public faisait rien avant. Mais là, on était à 0-2 aussi, hein. Donc on aurait pu avoir un public complètement amorphe, Et ça n'a pas été le cas, ouais. et ça n'a pas été le cas. Et il n'était pas rempli le stade, et on a réussi à gêner quand même l'attaque des Falcons. Donc espérons que contre les Patriots, on fasse de même.
C'est à la maison, on est d'accord, hein? Pour moi, ce sera à la maison. Oui, c'est. Ah, Ah, non. non. Ah, non, 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 non. C'est Non, 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 extérieur, non. d'accord. C'est à l'extérieur. Bon, bah Bon. tant pis. Au moins, on aura fait 3 matchs à l'extérieur sur 4. Ouais, voilà. Donc après, sur la suite, on aura l'inverse. Enfin, on aura l'inverse. Bon, ça va un peu inverser la balance, donc à voir. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences avec tes top flops, si tu veux? Oh, vas-y, j'ai envie de savoir quel est ton top. Je m'adapterai, j'en ai plusieurs. Ok, Vas-y très pour bien. ton top. Alors moi, du coup sur l'attaque, j'ai choisi 2 tops. J'aurais pu en choisir un peu plus, un peu plus. J'aurais pu être un peu plus précis peut-être, mais on va dire 2 grosses mentions, donc une pour Cad Maze et une pour T-Mac. Parce que voilà, hein, comme je l'ai dit, bon bah voilà, on sait qu'il y a eu des petits soucis de drop sur le dernier match, mais globalement pour moi ça n'enlève rien à ses performances et à ce qu'il peut montrer sur le terrain. Voilà, un joueur plaisir, un vrai pilier pour moi pour le futur de cette attaque. Donc une totale satisfaction, parce que là on avait eu pas mal d'échanges au moment de la draft, en préambule de cette draft, pour savoir est-ce qu'on partait sur un receveur, est-ce qu'on partait sur un joueur défensif, et aujourd'hui quand on voit ce genre de performance, on peut que être satisfait. Donc voilà. Et mon deuxième, du coup, comme je le mentionnais, Kane Maze, qui, comme on le mentionnait également, hein, ça a été le jour et la nuit par rapport à Austin Corbett, des snaps à la bonne hauteur, de la discussion en pré-snap, des ajustements qui fonctionnent. Donc ouais, non, globalement, très satisfait sur ces 2 éléments-là, pour ne pas en citer plus sur l'attaque. Bah ouais, mais bon, comme on le disait, Austin Corbett, c'est pas un centre, et c'est un garde, et il a gagné une bague au Super Bowl en tant que garde, pas en tant que centre. Et d'ailleurs, il a jamais gagné sa place en tant que centre dans aucune équipe professionnelle. Donc, donc je sais pas pourquoi on s'est entêté. Bon, tant pis. Écoute, Kid Mays, je suis 1 million de pourcents d'accord avec toi. Il fait un très très bon match. Le pass pro, notamment, est magnifique. Son pass pro est vraiment top. Il a un tout petit peu de, un tout petit peu de progrès à faire dans ses créations de gap pour le run, mais globalement c'est très bon. Pour cette attaque, j'ai envie de. Alors en fait, j'ai envie de saluer. Bon, j'aurais aimé saluer 2 personnes aussi, mais je vais en saluer un qui marque son premier touchdown avec nous et qui a apporté également de l'alternance et qui montre à quel point ça peut être un très très bon running back. C'est Rico Dowdle et qui a. De toute façon, Chuba était très bon également, mais Chuba il est toujours très bon, donc j'arrête de dire que Chuba est très bon. Mais justement, je trouve que ça a été gênant d'alterner les deux. Les deux étaient en forme, du coup, à chaque fois, les deux ont proposé, ont été appelés pour des courses un petit peu différentes. Mais le problème, c'est qu'on sait très bien que les courses de l'un peuvent être faites par l'autre également, et donc c'est hyper dur à lire. Et quand tu as un Ike Mekwanu qui, contrairement à Ked Mays, a été très 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 bon dans le run game. Bon, c'est pas surprenant, mais c'était vraiment les deux ensemble. Il y a eu pas mal de plays côté Ekwanu de la part de Rico Dowdle. Et vraiment, il a fait un très bon match parce que ça doit être difficile aussi de passer d'une saison où tu es running back numéro 1 à Dallas, où tu fais plus de milliards, tu arrives à Carolina, tu joues peu, c'était un des reproches que je faisais, tu joues peu et t'es running back numéro 2 en plus. D'arriver là et de montrer l'engagement qu'il avait et sa qualité technique de running back pur, C'est bien, ouais, c'est bravo costaud, à ouais, lui. ouais, tout à fait. Bravo à lui. Bon, on va pas lui demander de bloquer lui, hein, par contre, Non, mais c'est moins son c'est truc. moins son truc, c'est vrai. Mais il a lâché 2 3 blocs, ça m'a un peu vénère, mais bon, j'ai pas envie de parler de ce genre de choses. Je te comprends. Euh, du coup, je vais me lancer aussi sur mon top défensif.
Mon top défensif, pour moi, du coup, tu l'as mentionné, hein. Enfin, du coup, moi, j'ai fait un prix de gros, hein. J'ai mis la secondary au global, hein, mais globalement, pour moi, c'est du Murray, c'est du Mike Jackson. Voilà, c'est la performance globale qui a pu être menée, notamment là contre les Falcons. Voilà, hein, c'est un premier motif de satisfaction de savoir qu'on peut avoir un rideau arrière aussi costaud, quoi. Enfin, aussi costaud. À éprouver, bien sûr, sur les matchs suivants, mais disons que sur le ressenti, c'était quand même très très bon, quoi. Oui, bah, je te comprends. Alors, j'ai parlé de Muric, donc je vais citer un autre nom. J'ai envie de dire Sean Robinson. J'ai envie de saluer euh, son match. Je l'ai trouvé monstrueux. Euh, et, et- mais bon, si on veut vraiment faire le malin, toi, t'as dit le backfield défensif. En fait, le joueur du match, c'est Giro Evero. Voilà, j'ai vraiment envie de citer ça. Je trouve que c'est tellement rare, les changements de stratégie, encore une fois, de mettre l'ego de côté dans ce milieu-là et en NFL, c'est trop rare. Donc j'ai envie de saluer quand il fait un grand match. Et moi, il y a une stat que j'ai pas donnée. Derrick Brown, tu sais combien de snaps il a joué sur les 66 défensifs? Je saurais pas dire. Très franchement, je saurais pas dire. 34. 34. Ok. Il fait 50%. Il a joué que 50% du temps. Ton meilleur joueur défensif ne joue que 50% du temps. Pourquoi? Parce que tu alternes. Parce un coup, tu vas avoir Nick Corton qui a joué à l'intérieur plein de fois. Et du coup, ça vient apporter tu vois, des nouveaux schémas, des nouvelles techniques. Euh, Quand tu es garde, tu défends pas sur Nick Corton comme quand tu défends sur Derrick Brown. Tu protèges ton quarterback face à Derrick Brown. C'est pas du tout pareil. Et moi, c'est ça que j'ai aimé. C'est cette alternance dans les jeux appelés et dans le personnel qu'on met pour assumer ces jeux. Et donc ça s'appelle du coaching, voilà, c'est tout. C'est ça. Et bravo à lui. Exactement. Mais écoute, je ne peux qu'être en accord avec cela. Sur les flops, je te propose d'attaquer. Eh ben, sur l'attaque. Ouais, vas-y, je t'en prie. Allez, un flop sur l'attaque. C'est un petit peu dur, mais je dirais Chandler Zavala. Autant je trouve qu'il a. Enfin, il, il fait pas un mauvais match. Il fait pas un mauvais match. Mais à certains moments, j'ai pas senti Bryce Young très confiant sur le côté droit. Euh, à voir ce que ça donne avec le temps. À prendre à des pincettes aussi, mais sa note PFF sur le pass-block est pas terrible. Il a joué évidemment tous les snaps et j'ai pas senti qu'on jouait beaucoup à droite. Et j'ai plutôt eu l'impression que c'était Taylor Moton qui faisait un peu tout le taf. Alors, j'ai pas tout revu, on va être très franc. J'ai eu du mal à trouver un flop offensif. Je partirais sur le high test que j'ai pu avoir pendant le match, où j'ai senti Chandler Zavala un petit peu en dessous par rapport aux autres. Et donc, je vais donner son nom. Ouais, je peux comprendre. Et ben moi, offensivement, bon, c'est un peu dur aussi parce que il a pas pu jouer sur ce match. Ça me fait mal au cul de le dire. Pour l'instant, c'est Xavier Liggett. Même quand il joue pas, on lui tombe dessus. Ouais, franchement, je suis désolé. Si tu nous écoutes, claque-moi, claque-moi 100 yards dans les dents au prochain match et on est quitte. Non, mais non, enfin voilà, enfin. Quand je vois la performance en fait de certains receveurs, de tout ce qu'on peut voir au niveau de cette attaque, je trouve que c'est peut-être l'un, si ce n'est le joueur peut-être, bon c'est peut-être un peu rude, mais qui a le plus de difficultés dans cette attaque à l'instant T, avec son statut quand même de premier tour de draft. Enfin voilà, j'ai pris le temps quand même de mouliner un peu avec ce que j'avais pu dire au premier match. J'ai envie vraiment qu'il explose comme joueur, parce que vraiment pour moi il a des super qualités, mais il va falloir vraiment passer la seconde, je pense, quand il reviendra bien sûr. Ouais, ouais, c'est clair. Et c'est con parce que s'il la passe la seconde,
ça peut être terrible, ça peut être génial, mais bon, La question, c'est à savoir si et quand. Voilà, c'est exactement. Côté défensif, il faut trouver un flop et non, je vais pas dire Christian Roseboom parce qu'il n'y a pas que lui sur lequel je tape. Je vais prendre un autre starter, c'est DJ Wonnum, que j'ai trouvé dans cette défense comme euh, en fait, la défense a été tellement bonne que du coup, lui, son côté moins bon a sauté aux yeux. Et c'est moche, mais il a eu très très peu d'impact. Son taux de pressure est pas terrible. Et pour quelqu'un qui joue 48 snaps sur 66, j'ai pas trouvé ça suffisant. On a largement plus vu son copain Scorton. Alors oui, Scorton, il jouait contre le right tackle, hein, il était plutôt sur la partie gauche de notre ligne. Mais même Princely, il a été meilleur. Et DJ Wonnum, moi je continue à penser que c'est malheureusement un joueur de rotation et il n'a pas ce qu'il faut pour perturber une ligne offensive sur tout un match. Donc j'espère qu'il va me faire mentir. Mais je trouvais que c'était le moins bon de cette défense dimanche. Je suis assez d'accord. Je ne vais pas dire du coup la même chose. Moi, je vais faire une réponse qui ne se mouille pas et je vais utiliser mon joker. Pourquoi Parce que on a été, et on a raison de l'être, on a eu raison de l'être, très critique de la défense ces derniers temps, notamment l'an dernier où contre la course, c'était pas top. Sur ce match-là, on a vu des signaux qui étaient assez bons. On a mentionné une équipe des Falcons qui était pas ce qu'elle devrait être. C'est à notre avantage. Pour autant, on a quand même pu voir des choses et j'ai envie de voir ces choses continuer. J'ai pas envie de jinx, donc voilà, je préfère en fait mettre mon joker, faire confiance à l'heure actuelle et on va aviser et notamment vis-à-vis du prochain match. Voilà, ça nous fait une belle transition pour aborder le prochain match, qui va être, je pense, un bon match test, parce que ce sera un match contre les Patriots. Ce sera un match contre les Patriots qui sont à une victoire, deux défaites, qui ont eu une victoire contre les Dolphins qui eux battent un peu de la nageoire pour le coup, qui sont à 0 victoire, 3 défaites. J'ai cherché la blague, j'étais assez content de la trouver. Joli, bravo. Merci. T'es un fan de Nemo, toi, non? De quoi? T'es un fan de Nemo, toi? Ouais, un peu, c'est ça, ouais. C'est mon côté poisson rouge. Non, enfin voilà, et globalement, j'ai pas encore eu trop l'opportunité de voir cette équipe des Patriots en action, mais en fait, ce que je peux voir vis-à-vis de leurs résultats sur ce début de saison, c'est que quand même globalement, voilà, ils sortent d'un match contre les Steelers. Non, pardon, pas contre les Steelers. Si, contre les Steelers. Si, contre les Steelers. Ouais, contre les Steelers, voilà, où ils perdent et puis ils sont aujourd'hui au même bilan que nous. J'aurais pensé qu'ils auraient fait peut-être un départ de saison un tout petit peu meilleur, je sais pas, c'est peut-être parce que j'aime bien leur très cher entraîneur, mais pour le coup, je pense que ça va être quand même un bon test pour nous, que ce soit offensivement ou défensivement, et qui nous permettrait de revenir à l'équilibre, ce qui serait une bonne chose au bout de 4 matchs. On avait mentionné, voilà, ce serait une bonne chose, et je pense que le scénario serait quand même assez bon pour nous. Ouais, finalement, on n'est pas très loin l'un de l'autre. C'est deux équipes qui sont pas très éloignées en termes de niveau. Je trouve que on a montré plus de progression sur ces 3 matchs que les Patriots, mais les Patriots ont du talent qui est indéniable. Je dirais que leur offense est décevante parce qu'on ne sait pas trop qui est le receveur numéro 1. Stephen Diggs est pas encore à plein régime. C'est Hunter Henry qui a le plus de targets, tu vois, avec un très gros match ce week-end. Keishon Boutte sinon. Et sinon, c'est Stevenson, le running back, qui touche le plus de ballons à la passe. Je trouve pas que d'ailleurs, en parlant de running back, leur running game soit si flamboyant. Donc là, c'est un match où je veux que ma défense confirme.
Je veux qu'elle vienne perturber Drake May. Drake May il s'est fait saquer 12 fois. Waouh, j'avais pas vu le stat, ouais, effectivement. Et donc, je veux voir un sac. Après, qu'on perde dans ce match un truc comme, je sais pas moi, 27-24, je serais pas surpris. Mais j'ai envie de voir des flashs. Eux aussi, ils ont le droit de progresser. Voilà. Et moi, ce qui me fait de l'autre côté du ballon, c'est une défense qui, par contre, a des certitudes. Il y a un Harold Landry, il y a un Robert Spillane, il y a un Christian Ellis qui fait un très bon début de saison. Donc, à voir aussi ce qui va arriver de Christian Gonzalez. Est-ce qu'il revient ou non? Je n'ai pas j'ai pas cette news. Mais il y a quelques certitudes défensivement qui me font dire que je pense qu'on peut perdre ce match en... Alors, la phrase va être bizarre. Hein. On peut perdre ce match bizarrement en scorant moins que l'adversaire, quelque part. C'est-à-dire que, tu vois ce que je veux dire, Ouais, tout à fait. Ouais. c'est juste que notre attaque va se confronter à une défense assez compliquée qui va faire que je pense que leur attaque a plus de chances de scorer des points contre notre défense que notre attaque face à leur défense. Voilà. Mais ça peut être un match serré. Et une victoire serait un superbe signe. Oui, les Patriots, c'est pas une grande équipe de NFL cette année. Ok, ça joue pas le titre. Mais justement, moi j'ai envie de certitude contre des équipes qui sont du même niveau ou plus faibles que nous. C'est un match pour moi où bah voilà, tu es face à une équipe qui a été gagnée contre les Dolphins par 6 points. Tu sens que, oui, effectivement, comme tu le dis, il y a du talent, mais qu'il y a aussi du doute en ce moment, et c'est normal. Hein, c'est la première saison de Vrabel en tant qu'entraîneur en chef là-bas. Il est en train de monter son équipe. Voilà, on a été dans le même cas l'an dernier notamment. Mais du coup, voilà, c'est peut-être un match qui peut être un peu un match, je vais pas dire un match référence dans la mesure où c'est pas contre une très grosse équipe, mais que c'est un match qui te permet d'avoir des certitudes sur ton niveau et sur où est-ce que tu te situes, pardon, exactement. Ouais, tout à fait. Donc on verra bien. On va se marrer. C'est à 13h, donc 19h pour nous. Nickel avec nickel pendant la Ryder Cup pour ceux qui aiment le golf et la Red Zone. Voilà, parfait, voilà, en triple écran. Voilà, ça va être super pour ma femme. Si tu me permets, j'aimerais juste signaler quelque chose. Ouais, pas de souci, je t'en prie. Je voulais terminer en signalant quelque chose qui est plutôt rare. Un gros big up à notre kicker, Ryan Fitzgerald. Si vous voulez fact-checker, Ryan Fitzgerald a été mentionné pendant l'épisode de la off-season quand on parlait des joueurs qu'on voudrait bien voir et après, comme on l'avait pris en undrafted free agent, et il a gagné sa place au camp. Et il vient de nous faire un match excellent. Ouais, 3 sur 3 au kick. Ouais. 3 sur 3, des kick-offs de très très bonne facture. Je rappelle que c'est lui qui fait l'inside kick la semaine dernière. Donc c'est... Alors, mais il n'y est pas pour grand-chose, mais enfin bon, il faut le taper le coup de pied quand même. Et il vient d'égaler le record du field goal le plus long de l'histoire des Panthers. Ouais. Donc voilà, donc je voulais quand même... les kickers sont des humains également, et on a le droit de parler d'eux. Surtout quand ils font un grand match. Parce qu'on en parle mal quand ça se passe mal, mais il faut en parler bien quand ça se passe bien. Donc. Exactement. Et d'ailleurs, Canales, qui ne fait jamais de game ball, a donné sa première game ball à Ryan Fitzgerald dans le vestiaire après le match. Donc très beau management également de sa part. Le beau geste, exactement. Et bien voilà, je pense qu'on a bien débriefé ces 2 matchs. Voilà, surtout au niveau des joueurs, un peu moins des faits, mais surtout des joueurs. Donc voilà, après on va se retrouver du coup nous la semaine prochaine du coup pour débriefer ce prochain match contre les Patriots. On sera là hein, comme d'habitude. Et puis j'ai hâte. Franchement j'ai une grande hâte pour ce match-là. Ça va être un match très intéressant et avec beaucoup de choses à regarder. Grave. Voilà.
Écoutez, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'écoute, à te remercier, Franz, de m'avoir accompagné pour ce 80e épisode. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Avec grand plaisir, Thomas. Keep pounding.